En juillet, retrouvez chaque soir le journal télévisé avec Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques et Thibaut Bastide. Découvrez notre émission Zoom avec les invités de TV Liberté, notamment Pierre Hilard, Patrick Liebrecht, Alain Sanders, Jean-Christophe Buisson. Retrouvez Politique Éco d'Olivier Pichon avec Charles Gave ou Pierre Jovanovic. Prenez le temps de découvrir Passé Présent avec Philippe Conrad, La Petite Histoire avec Christopher Lannes, Perles de Culture avec Anne Brassier, ou encore l'émission de débat Tête à Clash, Immédiat avec Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp, et la semaine de campagnole de Christian Combaz. TV Liberté est avec vous tout l'été. Foncez sur tvliberté.com. Un vieux grimoire irlandais affirme qu'en l'an 300 avant Jésus-Christ, un homme est apparu sur une plage de la mer d'Iroise. Il était ruisselant. Sa barbe était emmêlée d'algues, de coquillages et de crustacés. Cet homme étrange, sans doute peut-être un démon de la mer, s'exclama brutalement « Je veux plus d'éléments ». Eh bien, je crois, chers amis, que puisque c'est la 4e émission sur TV Liberté de notre revue, de la revue Éléments pour la civilisation européenne, que nous avons un peu comblé ses vœux. Voilà le paquet de merde qu'évoque Olivier, ou comme disait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Hein. Et c'est même de la merde dans une rame de papier. Au moins chez Talleyrand, la merde est dans un bas de soie, ici est dans une rame de papier. 100 000 exemplaires vendus, je l'ai pesé pour vous, 1,360 kg, un vrai pavé. C'est un monument de haine de soi, de francophobie échevelée, de French bashing. Hein. Son auteur, en tout cas son responsable, c'est Patrick Boucheron. C'est une espèce de bisounours dans sa variété savante, morose et révisionniste. Hein. En Union soviétique, il aurait été élevé à la dignité de maréchal des arts et des lettres. En France, il est professeur au Collège de France. Hein. Et c'est une histoire de France orwellienne. Hein. Pour Boucheron, depuis la grosse Chauvet, c'est-à-dire depuis 40 000 ans, les Français sont, je cite, des métis par vocation. Et en réalité, c'est l'histoire de France vue depuis un bateau de migrants. C'est touche pas mon pote le Sarrasin, touche pas mon pote le Malien, touche pas mon pote l'Africain. Je vous donne 2 exemples, mais je pourrais en citer des milliers. Qu'est-ce que c'est que l'élection du Capet pour les rédacteurs de cette histoire mondiale? C'est le type même du non-événement ou de l'épiphénomène. Pardon, j'en bégayais, pardonnez-moi. En revanche, le procès d'un esclave noir en 1446 à Pamiers, s'il vous plaît, c'est retentissant. Donc je ne vais pas m'attarder sur le bouquin, je vous renvoie au papier d'Éléments, d'autant qu'il est assorti d'un dessin de Conque, de l'insurpassable Conque. Hein. Je voudrais simplement m'adresser aux jeunes gens, pour ainsi dire. Je sais qu'il faut se méfier des conseils à la jeunesse. Roger Nimier disait que le maréchal Pétain s'y exerçait quelque temps. Donc c'est un genre un petit peu ambigu, les conseils à la jeunesse. Pour autant, jeunes gens, pissez et compissez autant que vous pouvez sur tous les faux maîtres qu'on vous a imposés, dont le souci principal est de vous dénaturer, de vous émasculer. Soyez fiers de la civilisation à laquelle vous appartenez. C'est la condition sine qua non pour que nous poursuivions l'aventure française et européenne. Hein. Donc pissez autant que vous le pouvez. Faites comme Gargantua, le Gargantua qui inondait et noyait les Parisiens. Noyez ces messieurs sous les eaux, je vous en conjure, et oubliez cette horreur. Hein. Alors c'est vrai que le dossier s'intitule « Tous précaires », donc on pense à la précarité qu'on voit autour de nous, autour des CDD, des contrats courts, de la précarité économique. Là je me suis penché sur ce que l'anthropologue américain David Graeber a appelé, dans un article qui a eu un certain retentissement, les « bullshit jobs ». Donc on peut traduire par job de merde ou métier. Je préfère métier à la con, je trouve que c'est un peu plus parlant. On a les détenteurs de bullshit jobs, ils ne sont pas forcément précaires économiquement, au contraire, des hauts diplômés, les premiers de la classe, et puis ils se retrouvent dans des métiers où ils s'ennuient. Ils pourraient faire en 15 heures ce qu'on leur demande de faire en 40 ou 50. Ils ne savent pas bien décrire ce qu'ils font à leurs amis, à leurs enfants. Alors on connaît le phénomène hein, d'ouverture des chambres d'hôtes. C'est une sorte de fuite. Voilà, de fuite ou carrément de changer complètement vers du concret. Ça rappelle aussi un petit peu ce que Michael Crawford
sur quoi il insistait en matière de rapport au concret, c'est-à-dire de passer un CAP de pâtisserie alors qu'on est ingénieur, ou financier, etc. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir David Graeber, je crois sous le contrôle de Pascal, on n'avait jamais parlé de lui dans Éléments. Il a été assez célèbre par son livre sur la dette 5000 ans d'histoire, et puis il a un livre également sur la bureaucratie, donc là qui se rapproche du sujet des bullshit jobs, puisqu'il démontre en gros que le libéralisme produit autant de bureaucratie, sécrète autant de bureaucratie que les systèmes communistes, que le système soviétique qu'on a connu. Et c'est vrai que d'ailleurs, à chaque fois qu'un secteur est dérégulé, la quantité de régulation, de réglementation augmente, c'est ce qu'il appelle la loi d'airain du libéralisme. Donc je trouvais intéressant d'apporter cet éclairage à une forme de précarité qui est plutôt une précarité dans la tête et qui est une angoisse existentielle de se dire à quoi bon, à quoi je sers, alors que je pourrais faire plein d'autres choses très intéressantes. Vous avez dit en fait que vous reprochez aux conservatistes, c'est une forme de politique de la résignation. Oui, exactement, c'est une résignation et j'irais même plus loin, une forme de collaboration avec ce qui est, alors qu'il me semble que ce qui peut nous unir malgré nos différentes sensibilités, c'est que nous sommes dans un rapport d'opposition au système et même au pouvoir. Et peut-être le problème est-il un problème de vocabulaire, parce que les patriotes, par exemple, qui souhaitent sauver la France, conserver la France face aux risques qu'elle encourt, qui a-t-il à sauver dans une France qui a déjà perdu sa souveraineté? La France n'a pas à être conservée, elle a à être rétablie. Je pourrais faire le même critique aux écologistes qui veulent sauver une planète dont les océans sont déjà pollués. La planète ne doit pas être conservée, elle doit être nettoyée. Et même les socialistes, autre groupe dont je me sens proche, qui se battent pour conserver des acquis sociaux, qu'y a-t-il à conserver dans une France complètement libéralisée par les nouvelles lois, et je pense notamment à la loi travail? Non, il faut bâtir un nouvel ordre social. Et je pense que bâtir, restaurer, nettoyer, rétablir, construire, créer sont des verbes qui me plaisent davantage que le verbe conserver. Vous avez consacré un très bel article à un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit « Accélération », je crois une théorie du temps, enfin peut-être que vous avez... Critique sociale du temps. Alors, en lisant cet article, au début, Hartmut Rosa, tout le monde a parlé de cette accélération, que ce soit Paul Morand avec l'homme préfet, René Guénon, Gustave Thibon et tant d'autres. Qu'est-ce que Hartmut Rosa apporte à cette analyse de l'accélération très moderne du temps? Il en fait le cœur de ses travaux depuis une dizaine d'années, et donc effectivement il y a beaucoup de précédents, il y a beaucoup de références, la bibliographie d'ailleurs est très riche, mais il en fait vraiment une théorie unificatrice de la modernité, une théorie systématique. Et en partant d'un constat finalement très simple qu'on peut faire chacun de nous, alors que les progrès techniques, les nouvelles technologies sont censées nous faire gagner du temps, nous faire économiser du temps, finalement on est toujours en train de courir, on est toujours en retard, on a toujours une liste de choses à faire qui s'allonge, et finalement on est toujours frustré par rapport au manque de temps. C'est une sorte de vie encombrée, en fait. L'accélération encombre nos vies. C'est ça, c'est ça. Et il part du constat il explique ce phénomène par la croissance quantitative indéfinie. Et finalement, la quantité l'emporte toujours sur la vitesse, sur le temps gagné. Donc, par exemple, on n'écrit plus de lettres, hein, on écrit des mails, mais si un mail prend 10 fois moins de temps qu'une lettre à écrire, on en écrit 20 fois plus, donc on passe 2 fois plus de temps. Les transports sont de plus en plus rapides, mais on passe plus en plus de temps dans les transports parce que la distance du domicile et du lieu de travail s'est allongée. Donc on est dans ce paradoxe permanent. Et on est également, vous parliez de vie encombrée, de plus en plus sollicité. Le mot d'ordre, c'est laissez ouvertes toutes les options, éclatez-vous, profitez au maximum, faites accumuler les expériences avant de mourir. Et donc on ne sait plus choisir, on accumule des expériences
mais finalement dénué de sens, au lieu de consacrer du temps à ce qui compterait vraiment. Je le montre, c'est vraiment. Absolument terrifiant, je pense que c'est un des livres les plus vilains que j'ai dans ma bibliothèque. C'est quelque part. L'esthétique, c'est entre le skyblock d'une adolescente de 14 ans, un shampoing de contrefaçon ou le flyer d'un cabinet de voyance par le même graphisme qui fait les invitations pour les booms et les étals de kebab. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Même la tranche est dégueulasse. De restaurant indien aussi. Je le range comme ça et pas comme ça. Oui, exactement, restaurant indien. Donc déjà, je remercie mon ami Mathieu Carrère qui l'a glissé un jour dans ma boîte aux lettres. Ça réveille le matin, ça fait saigner les rétines. Cela dit, c'est un livre intéressant, plus pour ce qu'il révèle que pour la qualité de ce que ça raconte. L'auteur, qui est une médecin argentine d'origine allemande, l'a fait paraître originellement en 1971. C'est pas très médical hein, comme thème. Elle est argentine d'origine allemande. Réfugiée. Voilà. Et sa thèse, le manipulé, c'est qu'il y a un grand complot plurimillénaire des femmes, un complot implicite qui fait que l'homme est dressé, manipulé depuis sa plus tendre enfance, au moyen notamment de sa libido et d'une certaine morale, dans le but d'entretenir la femme et de lui permettre de vivre de manière de plus en plus paresseuse et végétative. C'est vrai. Ça vous regarde, ça n'engage que vous. Il s'agit pour la femme de détourner notre attention de l'odeur de putréfaction que dégage sous un masque séduisant un esprit en constante décomposition. Ça montre un peu l'idée. Je vous en lis un petit passage. Comment ne remarquent-ils pas, les hommes, qu'en dehors d'un vagin, de 2 seins et d'une paire de cartes perforées qui débitent toujours la même série d'insanités stéréotypées, il n'y a rien, absolument rien dans une femme, qu'elle ne se compose que de matière, qu'elle n'est sous de la peau humaine qu'un rembourrage qui se donne pour un être pensant. Et ça continue comme ça, leur intelligence et leur vie sentimentale se sont cristallisées à un niveau primitif, réellement les femmes ne sont bonnes à rien. Elle va plus loin, elle dit que pour briser, il faut les sortir de leur foyer, donc il faut les envoyer à la guerre parce qu'en réalité elles sont tout aussi bonnes que les hommes pour se battre parce qu'elles n'ont pas peur de la vue du sang parce qu'elles ont des menstrues. Donc elles sont plus habituées. L'homme est sensible devant le sang, la femme non. Donc il faut l'envoyer au Vietnam parce que dans un passage d'un racisme exacerbé, elle explique que de toute façon, une femme américaine qui a suivi des cours de sport à l'université, elle est plus costaud qu'un petit Vietnamien. Donc pourquoi ne pas les envoyer au Vietnam On note que Caroline de Haas, même physiquement, est beaucoup plus costaud que beaucoup d'Asiatiques. Oui, il y a des cas comme ça. D'ailleurs, elles sont plus fortes qu'on ne le pense. Si elles crient pendant leur accouchement, c'est parce que c'est par une absence totale de fierté et de maîtrise de soi. Et elles conseillent au final aux hommes plutôt d'aller voir une prostituée plutôt que de se marier parce que c'est moins cher. En gros, donc on a des choses qui peuvent faire penser à Proudhon, en beaucoup moins bien sûr. C'est un peu Esther Vilas, c'est Otto Weininger avec un utérus. Hein. Voilà. Mais je pense que cette Esther pourrait tout à fait faire partie des livres de notre ami Nicolas Gauthier qui vient de publier les grands excentriques. Hein, celle-là avec une grande excentrique. Ce que ça révèle, c'est que c'est une antiféministe, certes, hein, mais elle a un certain succès dans la critique antiféministe telle qu'on peut avoir des gens autour de nous qui la partagent. Je pense que c'est une erreur parce que c'est avant tout une misogyne qui refuse sa féminité. Voilà. Et quand vous disiez qu'elle était féministe, non, mais elle a ce point commun avec d'autres, c'est la haine de la féminité comme on la trouve dans un certain féminisme extrême. La seule réflexion intelligente là-dedans, c'est une femme s'ennuie à mort dans une partouze où elle est seule de son sexe. C'est ce qu'il y a à retenir. Pour le reste, alors... Le coup de gueule, c'est Christine Angot, l'inceste, mais c'est plus globalement Christine Angot. Les Français ont découvert ce personnage lors du fameux débat avec François Fillon, lorsque Léa Salamé et David Pujadas ont fait de Angot l'invité mystère de leur émission. C'est un peu l'invité mystère, c'est la pochette surprise qui explose au visage de l'invité, en l'occurrence François Fillon. Et là, pour le coup, hargneuse, la pochette surprise. Hein. On était revenu au riche de la terreur quand les tricoteuses électrisaient les tribunaux révolutionnaires. Hein. Bref, c'était une sorcière, moitié commère, moitié mégère, hein, et qui évoquait les cas d'hystérie que le bon docteur Charcot étudiait à la fin du 19e siècle. Hein. Car ici, tout tourne autour du vagin, sauf quand il est question de son ex. Son ex, c'est le si bien nommé docteur gynéco, enfin, le doc gynéco, pardon, qui lui a ouvert des nouvelles pistes d'accès au plaisir à travers d'autres muqueuses que l'obsession centrale de Madame Angot. Angot, au fond, c'est un cas de littérature neurodégénérative. Hein. Vous savez, le syndrome de la vache folle, hein, eh bien, c'est un peu ça. C'est comme si elle était affectée dans
d'encéphalopathie spongiforme. Hein. À côté de ces romans, ceux de Marguerite Duras font penser à la Marquise de Sévigné, donc c'est vous dire le niveau de langage et de style. Hein. Et c'est un auteur qui s'est spécialisé dans l'autofiction. Alors l'autofiction, contrairement à ce qu'on croit, c'est une chose assez ancienne. La recherche du temps perdu de Marcel Proust, c'est l'autofiction avec du génie. Chez Angot, il n'y a absolument aucun génie, mais pour autant, il y a de l'autofiction. Et l'autofiction, c'est quoi chez Angot? C'est une forme d'onanisme de femme frigide. Hein. Elle n'arrive pas, le drame d'Angot, c'est qu'elle n'arrive pas à jouir. Or, l'écrivain, c'est celui qui fait jouir la langue. Hein. Et là, il n'y a pas d'orgasme, rien, nada, nothing, nihil. Hein. Et au fond, Angot, c'est l'accouplement bâtard hein, de degré zéro du style hein, et du stade anal de la littérature. Bref, en un mot, poubelle sans hésiter. Et pour ceux qui en ont un sani-broyeur, adieu Christine. Hein. Mon coup de gueule, ce n'est pas le président de la République, Macron lui-même, mais les gens qui ont voté pour lui. Et les gens que j'ai vus assembler à la Concorde et puis au Louvre maintenant, bon, je dois avouer que j'ai découvert une France qui m'effrayait. Une France avec des visages que je ne vois pas dans la rue, des visages de mutants. Étaient-ce des robots? Étaient-ce des poupées? De quel laboratoire sortaient-ils? Donc je me suis dit, c'est ce que j'ai dit à mon épouse, il faut que je m'intègre quand même à cette France parce que je sais que un président de la République, ça a du pouvoir. Et donc j'ai décidé, un petit peu comme on communie en quelque sorte à Macron, d'avaler et de manger son bulletin en me disant peut-être qu'il me faut que Macron rentre dans mon corps. Et donc voilà, je vais manger ce bulletin de Macron. C'est courageux. Ouais. Mais c'est vraiment immangeable. Donc c'est malheureusement, je crois d'ailleurs que tous les bulletins de vote, beaucoup de bulletins de vote, en général, je suis assez peu partisan de la démocratie représentative. Je suis plus partisan de la démocratie directe. Donc voilà, décidément, je crois que je ne vais plus voter. C'est immangeable. Je n'arrive pas à devenir macronien, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Macrophage, ouais. Mais j'ai essayé d'être macrophage. Je voudrais parler d'une autre figure féminine qui provoque chez moi beaucoup de tendresse. Olivier, il ne s'agit pas d'un coup de cœur, il s'agit littéralement d'un coup du cœur, puisque je voudrais parler de la merveilleuse et tendre Nathalie Arthaud, pas la navigatrice, mais la candidate au présidentiel lutte ouvrière. Écoutez, elle est adorable, elle est sexy, gracile. On a envie de... Alors, effectivement, dans un style un peu énervé et un peu mégère trotskiste, c'est vrai, on aura envie de la câliner et de la calmer. Elle est tellement émouvante, cette fille de garagiste agrégée d'économie. Écoute, Nathalie, toi et ton look de garçonne, gracile, adorable, écoute, viens vers nous, Nat. Nous pensons à peu près les mêmes choses que ta secte trotskiste sur beaucoup de sujets, hormis peut-être l'internationalisme et les flux migratoires. Mais écoute, Nat, viens avec nous. Nat, c'est Kiss. C'est Kiss for a Love. David Lépée, votre coup de gueule ou coup de cœur? Alors, c'est les deux à la fois. C'est un petit peu les deux à la fois, au sujet du dernier livre d'Aymeric Monville, qui est, à mon avis, un des auteurs marxistes français les plus intéressants du moment et les plus réellement marxistes-léninistes, qui a un beau talent de plume pamphlétaire. C'est un disciple de Michel Clouscar, d'où l'intérêt que je lui porte, et qui règle ses comptes avec quelques figures de gauche ou classées à gauche, depuis Lordon, le menchevique, comme il l'appelle, à Badiou, Petit Clair, qui joue au philosophe froid de la République platonicienne des lettres, Amsel et Courcuf et leur délire rouge-brun, Francis Cousin, le débordien de service de la bonne vieille droite, ou à Michel Onfray, qui est accusé de sympathie païenne, on se demande pas pourquoi, et il règle aussi ses comptes avec nous, et ça c'est un peu mon côté coup de gueule, parce que je pense qu'il se trompe de cible. Il écrit par exemple, pour des gens comme Onfray et Michéa, Alain de Benoît, beaucoup plus malin qu'eux, bon c'est sympa, a depuis longtemps ressorti du formol un avatar du cercle Proudhon d'Action française, donc c'est un peu nous autour de cette table, carrefour de tous les déçus de la gauche réenchantés par la vraie droite. Donc je pense que cette idée selon laquelle on nous la resserre depuis des années, nous récupérons les gens extérieurs à notre ère intellectuelle, on le disait il y a 30 ans au sujet quand de Benoît s'intéressait à Debord, on l'a dit encore récemment quand Latouche nous accorde un entretien, moi-même qui ai rencontré Armand Gatti, j'ai eu ce même problème, nous ne sommes pas là pour récupérer. Cela dit, voilà, c'est un auteur avec lequel on a des désaccords, directeur de la collection Delga, dans laquelle on peut trouver du Clouscar, du Lukács, du Losurdo, très bonne collection de littérature marxiste. Alors la bête de Gévaudan, évidemment, c'est un mythe pour beaucoup de Français, en tout cas pour les plus cultivés, mais pas seulement. Je crois que ça reste un peu dans la mémoire collective. On va rappeler quelques chiffres quand même que vous citez dans votre livre. Entre 1764 et 1767,
quand même 130 morts et 70 blessés, ce qui n'est pas rien. Cette bête de Gévaudan a été un beau serial killer. Alors, cette affaire, elle a fait couler autant de sang que d'encre, si je puis dire, puisque le nombre de livres, en préparant l'émission, je crois qu'il y a plus de 1000 livres sur la bête de Gévaudan. Alors, pourquoi publier tout simplement un nouveau livre sur la bête de Gévaudan? Alors, au départ, c'était pas forcément une volonté de publier un ouvrage, mais comme beaucoup de Français, je m'intéressais à cette histoire, et aussi en tant que chasseur, puisque la bête du Gévaudan, ça reste avant tout l'affaire de chasse la plus célèbre du royaume de France sous l'Ancien Régime. Et voilà, aussi passionné d'histoire, d'armes anciennes, etc. Donc il y avait différents ingrédients pour me parler. Et puis c'est le déclic, c'était le film Le Pacte des loups, dont la médiocrité assez abyssale m'a penché à m'intéresser beaucoup plus sérieusement sur les archives historiques, puisque après, bon, on va dire oui, c'est du cinéma, certes, mais il y a quand même des victimes. Vous avez rappelé un certain nombre important. La plupart étaient des enfants ou des adolescents ou des adolescentes. À un moment donné, on doit, même s'il y a une certaine distance, un minimum de respect à leur mémoire. Et voilà, du coup, j'avais envie d'en savoir plus. J'ai commencé des recherches à titre personnel. Et en fait, au fur et à mesure que l'enquête a avancé, je me suis rendu compte que j'étais tombé sur des éléments qui pouvaient mériter une publication. Donc il était important de reprendre un fusil de l'époque. Donc évidemment, j'ai repris une fabrication, il n'était pas question d'utiliser une arme de collection, mais une fabrication indienne, donc faite sans machine à commande numérique, dans des conditions qui sont très proches, avec des aciers, des qualités d'acier, etc., qui sont proches de l'original. J'en ai fait éprouver le canon au banc d'épreuve de Saint-Étienne, et j'ai fait des reconstitutions de tir à 10 ou 12 pas, justement, alors au départ, en testant différents matériaux, y compris une peau de sanglier tannée, donc, et on a été jusqu'à transpercer une plaque d'acier de 15 dixièmes. Vous n'avez pas tué de bête avec votre mousquet? Non. Voilà, très bien. Non. Ça, c'est une chose à préciser, parce qu'il y a des amis des bêtes à TV Liberté. Donc l'animal a été maltraité pendant le tournage, donc. Non, aucun animal n'a été maltraité par la rédaction de cet ouvrage. Mais enfin, il faut quand même rappeler que les chasseurs français tuent 500 000 sangliers tous les ans. Et on se demande comment ils font si les peaux de sanglier Dieu merci. étaient à l'épreuve des balles. Voilà. Mais alors, je rappelle d'abord le titre. Moi, on va conclure quand même par une question. Peut-être que vous avez une question, Pascal. Car qui est cette bête? Voilà, qui est le coupable? Alors, le coupable, en fait, c'était un loup-cervier. C'est-à-dire que le loup-cervier, aujourd'hui, dans le système naturaliste, c'est le lynx. Sauf qu'en fait, au XVIIIe siècle, il y avait deux animaux cerviers. Il y avait le chat-cervier, qui est devenu chat-loup-cervier et loup-cervier par définition aujourd'hui, et qui est le lynx. Et il y avait un loup-cervier qui était en fait un loup tigré, un loup rouge et tigré, qui avait une morphologie d'ailleurs plus proche de la hyène, avec une grosse tête plate triangulaire, des muscles du cou, des épaules et des muscles masticateurs très importants. Et c'est cet animal que nos ancêtres appelaient un loup-cervier, et parce qu'en fait, ils chassaient les cerfs du Moyen-Âge. C'était le loup qui attaquait les petits paysans qui gardaient les bestiaux dans les champs. Et c'est ce loup-cervier qui était le coupable dans un certain nombre d'affaires de bêtes féroces, et en tout cas dans l'affaire de la bête du Gévaudan.